Dans cette vidéo, on va continuer les exercices sur les phénomènes d'auto-induction, c'est-à-dire les phénomènes d'électromagnétisme. On a déjà traité l'exercice 1. Maintenant, on est dans l'exercice 2. Il s'agit d'un fil infini traversé par un courant grand I, bien sûr le fil est conducteur, je l'ai appelé Z'. Et dans son voisinage, on a une spire rectangulaire, comme l'indique la figure, constituée de N spires rectangulaires. A, B, C, D. J'ai nommé la partie A, D1, la partie B, C2, celle d'en haut 3 et celle d'en bas 4. La largeur de ce rectangle, c'est petit a, sa longueur, c'est L. Voilà les données. Et cette spire rectangulaire, constituée par N rectangles, est traversée par un courant I'. Donc il y a deux courants, I et I'. Ça y est, un fil rectiligne traversé par I, une spire rectangulaire constituée de N rectangles traversé par I', elle est distante de ce fil de D. Sa largeur c'est A, sa longueur c'est L. Première question. Déterminer B créé par le conducteur ZZ'. Ensuite, déterminer le flux magnétique à travers la spire. Bien sûr, le flux est créé par B de I. Déduire le coefficient mutuel d'induction entre le conducteur rectiligne et le rectangle. Je répète, déterminer le champ magnétique B créé par le fil conducteur à une distance X quelconque. Ensuite, déterminer le flux magnétique traversant la spire rectangulaire, bien sûr le flux créé par le fil qui traverse le cadre rectangulaire. Ensuite, déterminer le coefficient mutuel d'auto-induction, bien le coefficient d'auto-induction mutuel. Deuxième question. Déterminer la force F1 exercée sur le côté 1, c'est-à-dire AD, la force de la place, bien sûr. Déterminer la force de la place F2 exercée par le côté 2, c'est-à-dire BC, c'est indiqué dans la figure. F3 exercée sur AB, le côté d'en haut. Et F4 exercée sur le côté d'en bas, DC. Les forces de la place. Troisième et la dernière question. Déterminer le facteur M en fonction des données, bien sûr, mutuelles entre le fil et la spire rectangulaire. Ensuite, déduire delta Q, c'est-à-dire la quantité d'électricité induite. Ça y est, on laisse tomber ça. Ne regardez pas la parenthèse, elle est inutile. Ça aille. Vous avez 3 questions. Voici les données. Et on va donner les éléments de réponse de manière abrégée. Puisque le fil est infini, donc le champ magnétique B créé à une distance X, c'est cette expression. On a déjà traité ça maintes fois. Donc le champ magnétique créé par un fil rectiligne infini à une distance X, c'est mu 0 I sur 2πx. Il faut le connaître. Pas encore. Sinon, vous le vérifiez par le théorème d'Ampère, c'est plus rapide. Voilà le P créé par le fil. Donc, le flux magnétique élémentaire qui traverse chaque surface du rectangle, voilà, une surface de largeur dx, toujours de longueur L. Chaque partie de la spire rectangulaire est traversée par un flux élémentaire dφ, puisque j'ai un spire Cn. Parce que le flux, c'est B, ns. C'est B fois le vecteur ds ou bien fois le vecteur n ds. C'est ça la dimension du flux. Puisqu'il y a n, je multiplie par n. Ça y est. Donc dφ égale nb, c'est quoi ds? C'est la largeur fois la longueur. La largeur, c'est dx, la longueur, c'est l. Je remplace b par son expression et je trouve le flux élémentaire qui traverse la surface élémentaire dxl, ou le L dx. Et voilà, par intégration, je peux déduire facilement le flux
traversant toute la spire rectangulaire. Les bornes d'intégration vont de, voilà, de D, de cette distance à cette distance. Cette distance, c'est D. Celle-là, à partir du fil, c'est D plus A. Donc, les bornes d'intégration, c'est de là à là. Parce que le flux traverse le cadre. Donc, je dois borner, je dois encadrer le cadre. Le cadre est encadré par cette distance, c'est D. Et celle-là, qui est A plus D. Voilà. J'ai suffi le choix des bornes. Ça y est, je fais sortir toute la constante. L'intégrale de dx sur x, c'est ln x. De d à a plus d, ça donne ceci. Par définition, qu'est-ce que c'est que le flux? Qu'est-ce que c'est que le coefficient d'auto-induction mutuelle? C'est le coefficient de proportionnalité entre le flux phi et i. Or, je sais que phi égale m fois i. Isoler le i et tout le reste, c'est m. I fois quelque chose. I, voilà ce quelque chose. C'est tout ça. Et voilà m. C'est ça le coefficient d'auto-induction, d'induction mutuelle. C'est le coefficient d'induction mutuelle entre le fil et le cadre. C'est une quantité positive. Et je continue. Voilà. Deuxième question. Il faut déterminer les forces de la place s'exerçant sur chaque côté du rectangle. Et je commence par F1. Donc je sais que j'ai n spires. N'oubliez pas de multiplier par n, parce que j'ai n spires. Le cadre, il est traversé par I'. Donc c'est le nombre de spires, I', L fois B. C'est ça la division de la force de la place. C'est I, L, vectoriel B. Ça y est? Donc c'est N. Le I ici, c'est I' qui traverse le cadre. F1, elle s'exerce sur ce côté. Ce côté, il est de longueur L. Voilà. Fois B. B créé par le fil à la distance D. Mesure I sur 2pi D. Voilà la force de la place qui s'exerce sur la longueur du rectangle. La longueur qu'on a notée tout à l'heure, AD. Voilà. F2, elle s'exerce sur le côté 2. Voilà F2. C'est la même chose. NI'L fois le champ. Mais attention, la distance ici, c'est D plus A. C'est D plus la largeur. Le côté 2, il est à une distance D plus A. Voilà la différence. Ça y est. Remarquez une chose. Plus le côté est proche du fil qui crée le champ, plus il est attiré. Voilà pourquoi j'ai mis F1 plus longue que F2. Donc on constate en norme que F2 est plus petite que F1. Ça y est. D'ailleurs, ça se voit. Le dénominateur est grand ici, donc la force, elle est faible. Donc ces deux forces s'exercent au centre de gravité de chaque côté, mais la plus proche est plus grande que l'autre F2. Passons maintenant aux forces de la place qui s'exercent sur les deux largeurs. La largeur 3, celle d'en haut, et la largeur d'en bas, celle 4, celle d'en bas. Voilà. Ici, ce n'est pas la même chose, donc je vais procéder par calcul différentiel. Je cherche d'abord df3 qui s'exerce sur une longueur dx. De ce côté. Je prends ce côté, cette largeur, je prends un élément de longueur dx. Et je cherche la force élémentaire qui s'exerce. Bien sûr, le courant électrique qui circule dans le cadre, c'est I'. Ce n'est pas grand I. Grand I, il crée le champ B. Ce champ B dans lequel plonge le cadre. Mais le cadre, il est traversé par I'. Donc la force de la place, elle doit faire intervenir I'. Parce que le système étudié, c'est le cadre. C'est lui qui subit la force de la place. Il est traversé par I', donc c'est E' qui intervient ici. Bien sûr, le I va intervenir indirectement à travers B. Voilà, c'est N, I, L vectoriel B.
Passant aux normes, je trouve N, I', L, et voilà le B. Voilà F1. La même chose pour F2, sauf que le dénominateur change. Oui, pardon. Je suis là, je suis en F3. C'est I', NB, DX. J'étais là tout à l'heure, je me suis trompé. Donc, je suis là. Ça y est, par intégration, F3, voilà, et j'intègre de A à A plus D. Je trouve F3. Ça y est. Pourquoi? Parce que l'expression de F3, c'est ceci. Je remplace B. B il contient X, dx sur X. Son intégrale, c'est ln. Voilà, F3. Et d'après le principe d'interaction, le F3, il est égal à F4. Donc ces deux forces sont égales en norme. Elles sont opposées. Ils ont la même direction, sens contraire et même norme. Mais elles ne s'appliquent pas au centre de gravité de chaque largeur. Les forces qui s'appliquent sur la longueur s'appliquent au centre de gravité de chaque longueur. Ces deux forces, non, parce que la distance change. Cet élément de longueur, il n'est pas à la même distance que le suivant. Il n'est pas à la même distance que l'autre. Donc la force ne s'applique pas au centre de gravité. Elle s'applique au côté le plus proche, à la partie la plus voisine du fil. Donc, qui provoque, qui cause le mouvement du cadre? Le F3 s'annule avec F4. Donc, c'est la différence F1 moins F2 en norme, bien sûr, voilà, qui tend à attirer le cadre vers le fil. C'est une remarque. Et je passe à la troisième question. Cherchons M, cherchons delta Q. Voilà le B. Voilà le défi élémentaire qui traverse cette surface élémentaire. Voilà. Par intégration, je trouve le flux comme tout à l'heure. Voilà. Et je sais que le flux phi égale MI. Identifier cette quantité, le I. Cette quantité, c'est M. D'où, voilà, le M. Ça y est. Delta Q, la quantité d'électricité mise en jeu au cours du déplacement du cadre dans B, c'est delta Q égale I delta T. Ça y est, le I, il est induit. C'est un courant induit, ce n'est pas le courant grand I', c'est le courant induit, généré par le mouvement du cadre dans le champ B créé par le fil. Donc c'est un courant qui est créé par le mouvement du cadre dans le fil. Ce n'est pas le grand I' tout à l'heure. Voilà pourquoi on a dit induit. Ça y est. Et voilà le I égale E sur R, la loi de Faraday. Je sais que delta phi c'est le final moins initial, donc c'est une variation négative. Et je tire delta Q. Ça y est. Vous jouez avec cette égalité, cette équation, cette loi. Et voilà le delta Q égale I delta T. Et je trouve cette quantité, bien sûr, en ampères. Une petite remarque, je peux écrire le flux Φ1 égale L1 I1 plus M2 1 I2, et le flux Φ2 égale M12 I1 plus L2 I2. On a déjà expliqué ça la dernière fois. Voilà pour aujourd'hui.